Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Bonjour Caroline, bonjour Yeva. Bonjour. Bonjour à tous, merci Laura. On est ravis de vous avoir avec nous pour parler de ce sujet clé qu'est le réseau. Alors je vais vous laisser l'une et l'autre vous présenter rapidement pour comprendre justement pourquoi vous êtes là pour nous parler de ce sujet si important. On va commencer avec toi Caroline. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Mignot. Ma vie a basculé juste avant le Covid parce que j'ai perdu mon visa. J'habitais aux US depuis 8 ans et demi. Et ma vie était un long fleuve, pas vraiment tranquille, mais quand même. J'avais l'impression d'avoir un avenir tout tracé. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée un petit peu à la case départ, à 29 balais, chez mes parents, avec mes yeux pour pleurer, ma mère qui me disait « Mais comment ça, t'as pas de plan B ?» Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ma vie à Manhattan serait un lointain souvenir. Donc, j'ai essayé de rebondir sans vraiment beaucoup de réseau, puisque j'étais partie aux États-Unis à 21 ans. Et je rentre en me disant, OK, comment est-ce que je fais maintenant pour tout reconstruire 2 fois plus vite ? Et j'ai utilisé pour ça la force des réseaux sociaux. Donc, évidemment, ça va être là-dessus que je vais, je pense, pouvoir vous apporter des petites billes aujourd'hui. Et grâce à ça, évidemment, je suis allée 2 fois plus vite. C'est ce que je vous partagerai tout à l'heure. Et parmi toutes tes activités, Caroline, tu es la fondatrice de l'agence personnelle et l'hôte du podcast Marketing Square. Yeva, bienvenue à nouveau. Est-ce que tu peux nous partager quelques mots également sur ton parcours ? Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Yeva Gaigala, j'ai 30 ans et j'ai démarré les communautés et le réseautage quand j'en avais 15. Et en fait, à l'époque, je me suis retrouvée à la tête d'une communauté de 20 000 personnes. Et je me suis rendu compte de la puissance que ça avait d'avoir autant de personnes passionnées qui se réunissent, qui s'entraident. Et donc, j'ai décidé d'en faire un pilier stratégique pour la suite de mes projets. Et si on fast forward, j'ai créé ma première vraie boîte à l'âge de 21 ans et une deuxième à 24. Et étant donné qu'à cet âge-là, je n'avais pas du tout de réseau. Il a bien fallu que je démarre quelque part pour trouver mes premiers clients, mes premiers partenaires. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire en créant des communautés, en me plaçant vraiment au centre des personnes que je voulais attirer à moi. Et il y a des personnes qui m'ont vu faire et qui m'ont dit « Écoute, Yeva, ce que tu es en train de faire pour toi, est-ce que tu pourrais pas venir le faire pour nous ?» Et donc, c'est comme ça que ça m'a amené à créer Paradise Group, qui est mon activité principale aujourd'hui, qui est d'accompagner les boîtes à développer leur réseau, soit à travers de la construction de communautés, soit à travers des événements avec les bonnes personnes pour développer le réseau et, très important, atteindre des objectifs business. Vu comme elle se présente, vous avez l'assurance, si vous en doutiez, qu'on a quand même 2 expertes, non seulement du pitch, mais aussi des réseaux. Et vous allez nous donner plein de bonnes pratiques. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne sur la perception de ce mot réseau et la compréhension de cette notion. Je ne sais pas si c'est culturel ou pas. Vous avez vécu à l'international. Caroline, tu parlais de ton expérience aux États-Unis. Le mot de réseau, créer son réseau, cultiver son réseau, il n'y a pas toujours forcément une connotation positive. Parfois, ça peut être connoté d'opportunisme. Comment est-ce que vous, votre perception de ce mot-là, de cette manière de faire, a évolué et comment vous vous en êtes emparée, Caroline ? C'est vrai que le réseau, on l'appelle poliment le réseau, mais souvent on appelle ça aussi, quand c'est contre nous, du piston. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le réseau, c'est toujours un avantage injuste. Soit tu le cultives de façon publique, en faisant des posts sur les réseaux sociaux, et du coup, ça crée cette espèce de relation parasociale où, en fait, les autres ont l'impression de te connaître, même si toi, tu ne les connais pas. Mais du coup, tu te crées un réseau rien qu'en existant et en postant sur les réseaux sociaux autour de tes thématiques et de ta spécialité. Soit tu crées un réseau privé. Et on voit à quel point Internet se privatise cette année. Et tu as eu le nez creux, Yeva, de te mettre là-dessus, parce que ça va être vraiment l'essor des communautés privées. Donc, c'est un petit peu 2 façons, pour moi, conjointes, de créer cet avantage injuste, puisque finalement, oui, il est injuste, parce que quand on se rend visible, on a 2 fois plus d'opportunités. Mais en même temps, on peut tous se bouger à notre échelle. On n'est pas obligé de se montrer. On n'est pas obligé de montrer son visage. J'entendais les conversations tout à l'heure. On n'est pas obligé de mettre même sa vraie voix à l'ère de l'IA. Mais en tout cas, on peut tous se bouger pour s'en faire un de réseau qui soit parasocial ou dans la vraie vie. Et Caroline, toi, est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné là-dessus pour cultiver toi-même ton réseau de la manière dont tu le fais aujourd'hui, ou est-ce que ça a été par étapes finalement que tu as appréhendé ce sujet et tu te l'es tellement approprié ? Alors déjà, la chance que j'ai eue, c'est qu'en ayant travaillé pendant 8 ans aux US et en étant arrivée là-bas très jeune, je me suis rendu compte que le marché de l'emploi était à 99% comme celui de l'immobilier. Les bonnes affaires sont en off-market.
Donc en fait, les super offres d'emploi qui font rêver tout le monde, en général, quand elles sont publiées, c'est qu'elles sont déjà prises et on les met là en vitrine. Et je me suis très rapidement rendu compte que si je voulais rester à Manhattan à 21 ans, vu que j'avais pas vraiment une expérience à faire pâlir tous les employeurs et que je venais de débuter, il allait falloir que j'ai d'autres armes à mes côtés. Et j'ai très rapidement développé un carnet d'adresses. Et le carnet d'adresses rend clairement indélogeable. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, c'est aussi ça qui va me permettre d'aller plus vite. J'ai cultivé effectivement cet avantage injuste. Et je dirais que les États-Unis m'ont surtout appris le plaisir de la golden sentence. Cette phrase en or que vous utilisez pour vous présenter et qui fait que n'importe qui peut devenir votre premier commercial. Et c'est vrai que plus vous apprenez à vous présenter en une phrase, plus vous donnez les moyens aux autres d'être vos meilleurs avocats, vos meilleurs commerciaux, vos meilleurs ambassadeurs. Et j'ai l'impression, on en parlait tout à l'heure avec Eva, que les Français, ils sont pas toujours hyper bons pour ça. Et du coup, ça les rend dans le réseau, même s'ils créent des relations, ça les rend un petit peu difficiles à revendre derrière. Donc je dirais que c'est ces deux choses-là que j'ai ramenées un petit peu des États-Unis. Cette golden sentence, qui plus est, parce qu'une des premières questions qu'on pose quand on croise quelqu'un, c'est le fameux « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc effectivement, ça commence par la clarté de cette communication. Toi, Yeva, comment tu t'es approprié cette notion de réseau? Comment tu l'as cultivée? Quelle est ton expérience de cette notion-là? Ouais, alors moi au début, je pensais vraiment que le réseau c'était un carnet d'adresses et que plus tu avais de monde, plus tu pouvais les mobiliser, leur demander des choses. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que même un an après avoir rencontré quelqu'un, j'étais pas forcément à l'aise de le contacter, de lui demander quelque chose. Et ça m'a amené à me rendre compte que le réseau, c'est pas du tout unilatéral en fait, mais c'est vraiment, donc c'est pas qui tu connais, mais c'est comment tu t'entoures et qu'est-ce que tu choisis de faire avec ces personnes-là desquelles tu t'entoures. Et on sait très bien qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, donc pour moi, c'est vraiment le cercle élargi de avec qui j'ai envie d'avancer ensemble et comment. Et d'ailleurs, ça fait aussi écho à un de mes livres préférés qui est Sapiens de Yuval Noah Harari. Je ne sais pas si vous l'avez lu, où il explique qu'en fait, en tant qu'humain, on est biologiquement construit pour pouvoir être en contact avec 150 personnes max. Et donc dans les sociétés, dans les communautés, il n'y avait pas plus, parce qu'en fait, pour créer de la confiance, pour se souvenir de qui est qui fait quoi, etc., on ne peut pas scaler ça dans notre tête. Et donc c'est pour ça qu'on en revient vraiment à la notion de réseau qui, pour moi, est un rapport très qualitatif aux humains. Et donc, non pas brasser en large et récupérer 50 cartes de visite après un événement, mais vraiment, si j'ai eu 2 conversations ou même une conversation, mais qu'on a échangé en profondeur et qu'on va construire quelque chose ensemble, et ben, à ce moment-là, tant mieux. Et par ailleurs, le réseau, c'est pas forcément quelque chose qui a vocation à durer forever avec tout le monde. S'il y a quelqu'un qui fait un bout de chemin avec nous pour même quelques mois, voire quelques jours, et qu'on s'est apporté de la valeur mutuellement, et que ça se termine, très bien, et on continue d'avancer et à continuer à construire le réseau. Oui, la différence que tu mentionnes est très importante, c'est-à-dire que ce n'est pas une somme de contacts, comme on a tous dans notre répertoire, sur nos réseaux sociaux, etc. C'est vraiment ces connexions, ces liens concrets, véridiques, authentiques, on va en reparler, que tu crées. Et donc forcément, il y a de l'humain avant tout derrière. Ça m'amène justement à la question de quelle différence vous faites entre le réseau virtuel sur lequel justement on se base de plus en plus aujourd'hui, le nombre de contacts sur LinkedIn, sur Instagram, dans notre carnet d'adresses pour envoyer des newsletters, etc., versus les rencontres, les contacts réels que vous faites. Comment l'un vient servir l'autre et quelles sont les différences et les complémentarités là-dessus, Caroline? Alors, effectivement, les réseaux sociaux, je pense que c'est le plus gros hack pour se faire du réseau parce qu'on l'a tous senti, ce sentiment de proximité envers quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'ai écouté 300 épisodes du podcast de Clotilde Dussoulier, Change ma vie. Donc en fait, quand je rencontre Clotilde pour la première fois, oui, c'est un cas réel. Quand je rencontre Clotilde pour la première fois, en fait, sa voix m'est familière. J'ai l'impression en fait que je la connais depuis toujours et ça a créé du lien. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre une relation dans le virtuel et une relation dans le monde physique. Et pour cette raison, à chaque fois que vous allez participer à un nouveau podcast, et c'est pas toi Laura qui va me contredire, à chaque fois que vous allez vous rendre visible, vous allez créer du lien avec un inconnu qui est en train de vous regarder peut-être à 3h du matin dans un moment où vous lui faites énormément de bien. Donc ça crée des relations qui sont asymétriques et ça crée aussi un énorme avantage injuste qui fait qu'en général, quand vous avez de l'audience sur les réseaux sociaux, ça crée de la preuve sociale. Les gens se disent complètement à tort que vous êtes plus fiable qu'un autre, se disent aussi que potentiellement, comme vous êtes exposé publiquement, vous avez des garanties plus hautes
à fournir. Et en fait, pour toutes ces raisons, on signe les clients beaucoup plus vite. On signe les clients en général sur des paniers d'achat qui sont plus élevés. C'est là, à partir de ce moment-là que les consultants nous disent « Ah depuis que j'ai de l'audience sur les réseaux, c'est quand même fou, j'ai doublé mes tarifs ». Bah oui, parce qu'on a créé aussi ce sentiment de rareté. Les gens se disent, je veux vraiment Yeva parce que je l'ai vue, j'ai l'impression de la connaître, je lui fais confiance, mais aussi, je sais que Yeva, il y a 100 000 personnes qui la suivent, donc le sentiment de rareté fait que tout d'un coup, c'est plus valorisé. Et moi, là où je vois qu'il y a le plus d'avantages, c'est le nombre de personnes qui me répondent, y compris le service client. Je vous donne un exemple, l'aéroport d'Orly a paumé mon bagage, Transavia, au bout de 12 heures, ils me mettent une réponse parce que je leur ai mis un petit Insta et que quand tu as le badge bleu, ça marche tout le temps. Quand on a levé des fonds avec Arnaud, on utilisait mon profil pour aller parler à Marc Ménassé parce que quand tu as le badge bleu sur LinkedIn, ça fonctionne, les gens te lâchent un peu moins de vues. Donc ça, c'est vrai que c'est assez agréable et je trouve que c'est là où on se dit les relations virtuelles, c'est fade, mais quand même, quand tu as la chance d'avoir le badge bleu, tu vois sérieusement, très sérieusement la différence. Et ça, on va pas se mentir, c'est un vrai privilège. Ça appuie en tous les cas la crédibilité, et donc comme tu le mentionnes au travers de ton exemple, le taux de réponse et la potentielle pression que tu peux mettre sur les services après. C'est à double tranchant aussi. Complètement. C'est à double tranchant. Complètement. Et de ton côté, Yeva, quelle différence tu fais, quelle complémentarité tu vois dans ton cas entre justement le réseau virtuel et puis le réseau dans la vraie vie via les rencontres que tu fais? Ouais, complètement. Déjà, moi, j'aimerais bien aussi mettre un point d'honneur sur la distinction entre audience et réseau. Parce que pour moi, comme tu le dis, effectivement, plus tu postes, plus les gens ont l'impression de te connaître. Mais derrière, toi, tu les connais pas tous. Et donc, on parle souvent du fait qu'on a un grand réseau ou même qu'on a une énorme communauté. Mais en fait, ce réseau ou cette communauté, c'est juste une liste de mails ou une liste de followers sans qu'il y ait forcément de relation derrière ça. Donc, je pense que cela étant dit, les deux se complètent, c'est-à-dire qu'on peut publier beaucoup sur les réseaux, ça permet de créer du lien avec des personnes de manière asynchrone, de manière scalable et rester un peu top of mind, parce que moi régulièrement quand je retourne à des événements, il y a des personnes qui me disent « Ah mais j'ai vu que tu as fait ceci, tu as fait cela » et puis même si je regarde des stories de Caroline, on n'est pas obligé de prendre des cafés tout le temps pour se faire des updates, etc. Et donc tout ça pour dire que le réseau, il se construit de manière vraiment qualitative. En tout cas, c'est mon point de vue, vous l'avez compris. Et derrière, on peut le kickstarter en se construisant une audience, mais derrière, de se servir de ces contacts-là pour justement aller prendre des cafés, rencontrer des nouvelles personnes ou reprendre contact avec quelqu'un. Je pense, Laura, au-delà du réel virtuel, puisque maintenant on sait que dans tous les cas, notre cerveau ne voit pas trop la diff, il y a aussi les liens forts et les liens faibles. Les liens forts, c'est ton entourage proche, et ça peut être quelqu'un qui est complètement dans le virtuel, du genre notre vieil oncle en Australie, mais qu'on n'a jamais oublié depuis qu'on a 11 ans. Et les liens faibles, c'est quelqu'un, par exemple, qui va vous avoir vu passer 2-3 fois ou qui a regardé pendant une nuit blanche, qui a écouté tous vos épisodes de podcast d'affilée. Ça, c'est un lien faible, parce que c'est quelqu'un, finalement, que vous ne connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui peut vous faire la courte échelle dans un moment où, professionnellement, ça peut changer votre vie. Donc, effectivement, je pense qu'il y a cette distinction réelle physique, et il y a aussi ce vrai distinguo, lien fort, lien faible. Et d'ailleurs, cette théorie du lien faible, dans les années 73, donc en 1973, dans les années 70, ils l'ont théorisé, et ils ont dit qu'en fait, les liens faibles dans notre vie était un plus grand tremplin que n'importe quel lien fort. Donc on a tendance à penser que les grosses opportunités, ça va venir des gens hyper proches de nous, que c'est Laura qui va me faire signer mon plus gros contrat, mais c'est peut-être en fait quelqu'un que je vais croiser dans la rue ou avec qui je vais prendre l'ascenseur et qui va me dire « Ah mais j'ai vu ta story, tiens, je t'ai recommandé à un tel ». Donc c'est vrai que ça, il ne faut pas le négliger aussi dans le réseau. Ça ne vient pas forcément des gens qui ont été le plus exposés à nous. C'est intéressant. Vas-y, Eva. Et non, pardon, je veux juste ajouter qu'en fait, ça devient un réflexe. Limite, on en parlait tout à l'heure derrière. On a déjà connecté avec des personnes, puis fait 2-3 intros et on a vu qu'il y a derrière ces personnes qu'on a introduites qui ont réintroduit d'autres gens. Enfin, en fait, ça va très, très vite, cette culture des intros, surtout aux États-Unis, mais en France, ça commence à apparaître de plus en plus. Donc, effectivement, les liens faibles peuvent aller aussi peut-être plus vite que des liens forts parfois.
C'est intéressant parce que ce qu'on est en train de se dire là, c'est que finalement, parce que quand on parle de réseau aujourd'hui, à l'ère évidemment des réseaux sociaux, on pense tout de suite en nombre d'abonnés sur les plateformes. Mais c'est de se dire qu'il y a une vraie complémentarité entre le réseau physique et le réseau digital, que c'est pas que l'un est mieux que l'autre, c'est qu'il faut se servir forcément du digital et ne pas se dire que le réseau physique ne sert à rien. Il y a aussi beaucoup de thématiques aujourd'hui qui viennent sur le fait que la solitude est de plus en plus quelque part valorisée. C'est aussi compliqué parce que je crois qu'on est à une époque où on a besoin de liens. Deux exemples pour rebondir sur ce que vous avez partagé. On parle de réseau en tant qu'un écosystème global. Et en parlant de cette table ronde, moi je vous disais que maintenant que j'ai des jeunes enfants, je me suis rendu compte que les parents d'élèves, à la sortie de l'école, étaient une mine d'or en termes de réseau. Concrètement, c'est pas eux que je vais aller voir sur LinkedIn ou autre, mais très clairement, par discussion, etc., on voit qu'il y a des opportunités qui sont des opportunités business ou pas, ou personnelles, pour avoir le nom d'un spécialiste ou peu importe. Et ça aussi, il ne faut pas le négliger, ces fameux small talk, les conversations qu'on peut avoir dans la vie réelle. Et le deuxième exemple, c'est que moi, en parallèle de mon activité de conférencière, j'ai lancé il y a 2 ans justement un réseau qui s'appelle The Circle, qui est dédié aux femmes. On a testé plein de trucs pour le développer, pour faire de l'acquisition. On a testé de la pub sur Insta, j'ai fait pas mal de posts LinkedIn. Ça marchouillait, mais en fait, 2 ans après, le plus gros levier, c'est clairement le bouche à oreille. C'est la nana qui va dire à sa collègue, sa copine qui est dans la cible du réseau, ben voilà, j'ai entendu parler, ou alors je suis membre de tel réseau, viens essayer, etc. Et ça, vraiment, on a identifié 2 ans après que pour ce business-là, qui est une partie de mon activité aujourd'hui, c'était clairement le bon vieux bouche à oreille qui revenait. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mais cette complémentarité, elle est super importante. J'adore ce que tu dis parce que à mesure qu'Internet se privatise et se commence un petit peu à s'éclater en communauté privée, il y a la montée des dark funnels. Alors c'est un mot qui fait un petit peu peur, c'est un terme marketing. Est-ce que pour certains d'entre vous, ça vous parle, les dark funnels? Levez Vous la avez main. déjà entendu ce Qui connaît mot? Dark Funnels? Ce mot fourchelant, ça ne m'étonne pas, une marketeuse. Pour le coup, les dark funnels sont des canaux qui sont privés. C'est votre messagerie privée, par exemple. Et du coup, c'est l'enfer du marketeur parce qu'il ne peut pas vous tracer jusque-là. Il ne sait pas ce que vous dites sur WhatsApp et consorts. Et en fait, moi, je trouve, Laura, qu'il y a une vraie mafia des groupes WhatsApp. Que ce soit l'EcoPro ou, il n'y a pas longtemps, j'étais à Ericeira, à côté de Lisbonne. C'est un espèce de village hippie. Ça ressemble un peu à la plage pour ceux qui ont vu le film. Et c'est très rigolo parce que toute la ville est gérée par WhatsApp. Et tu as effectivement Mom of Ericeira et tout le monde se demande, quand tu rencontres les gens dans la rue, tout le monde se demande t'es dans quel groupe WhatsApp, tout ça. Donc c'est assez rigolo de voir qu'il y a une résurgence, une vraie résurgence, un peu des dark funnels. Et je pense que c'est ça ton levier principal de recommandation. Pourquoi? C'est parce qu'on fait vraiment confiance aux gens sur ces canaux-là. Et je pense qu'on est dans une crise de la confiance massive, on ne fait plus confiance à personne. Peut-être que Yeva, quand elle regarde ma story sur Instagram, elle se dit « mais est-ce que Caroline, elle est payée par l'aéroport d'Orly pour faire une… » On a tous un petit peu cette défiance de plus en plus à se dire on nous s'est tellement fait avoir par la publicité qui est de plus en plus fine, plus en plus difficile à déceler. Les dark funnels, je pense que c'est clairement l'avenir de la recommandation et aussi de la publicité. Alors, on comprend évidemment la différence et la complémentarité de ces 2 écosystèmes, réel et virtuel. L'importance, je pense, du réseau n'est plus à démontrer. On pourrait en parler des heures et je pense qu'on est tous et toutes convaincus. Quelles seraient peut-être les bonnes pratiques? Yeva, on va commencer par toi et après, on va parler des écueils aussi parce qu'il y en a. Mais voilà, les bonnes pratiques que vous avez expérimentées, qui fonctionnent et que chacun peut mettre en place au quotidien pour cultiver ce réseau. Ouais, si c'est OK, j'aimerais bien commencer par l'écueil principal que je vois. C'est parce que beaucoup de monde se disent « Ok, il faut absolument que je développe mon réseau. » Et derrière, je ne sais pas trop par où commencer, donc je vais réseauter pour réseauter. Et ça, je pense que c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Alors, si ça peut nous permettre de nous lancer au début, pourquoi pas. Mais en tout cas, sur du long terme, c'est embêtant parce qu'on va tellement déployer notre énergie à aller partout, à parler à plein de monde, etc. Et forcément, plus on teste des choses, plus on a des chances en fait, de réussir, de rencontrer des personnes pertinentes. Mais à mon avis, une des choses à faire, ça va être vraiment d'avancer avec intention et de se dire « Ok, qui est-ce que je veux rencontrer en général ?» On va partir des intérêts business en fait. Quel est mon intérêt business? Est-ce que je veux vendre? Est-ce que je recherche des partenaires, des sous-traitants? Est-ce que je cherche à recruter? Et derrière, de se dire « Ok, qui est-ce qui peut m'aider à atteindre ces objectifs business à travers mon réseau et à travers les événements auxquels je vais me déplacer et à travers la golden sentence dont tu parlais ?» Et donc pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Et après, en termes de technique, ça rejoint la golden sentence, mais moi aussi, j'ai passé un peu de temps aux États-Unis et là-bas, ils parlent de blurb. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous voyez ce que c'est un blurb?
Ouais. Explique-nous alors. Un blurb, en fait, c'est une sorte de one-liner, enfin plutôt 2-3 phrases, où tu expliques de manière très succincte ce que tu fais, et tu termines par une sorte de call to action. Et en fait, il faut que ce soit hyper clair, parce qu'en fait, si tu rencontres plein de gens chaque jour, tu vas pas te servir de qui fait quoi exactement. Et à partir du moment où tu commences à pitcher quelque chose qui est un peu complexe, mais tu es amoureux de ton produit, de ton service, donc tu veux expliquer exactement comment tu fais les choses, pourquoi c'est extraordinaire, mais en fait, il faut être très sharp. Et donc, tout ça pour dire que le fait de travailler son blurb, c'est quelque chose qui va être très important, et de ne pas avoir peur de lancer des call to action, parce que si je parle à quelqu'un et que je lui dis bon bah voilà, je cherche à lever des fonds, et en fait je tourne autour du pot, bah autant demander à la personne, voilà, est-ce que dans ton réseau tu n'aurais pas un investisseur à me présenter ou un mentor qui pourrait me challenger sur tel aspect. Donc vraiment ne pas avoir peur à oser demander des choses, et au pire vous n'aurez rien, mais au mieux vous gagnez des bonnes introductions. Et la deuxième chose avec laquelle je terminerai sur cette question, c'est que si jamais vous souhaitez vous infiltrer dans des réseaux où vous n'êtes pas encore dedans, une des techniques qui a beaucoup marché pour moi, ça a été le bénévolat. Quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur dans la vingtaine, j'ai été bénévole à plein d'événements, et en fait je donnais un coup de main sur une partie de l'orga, et puis du coup j'étais en contact avec les personnes organisatrices qui elles-mêmes sont bien connectées, et donc je passais aussi pas mal de temps dans les lounges, et donc je commençais à parler à des personnes, et donc quand on fait 2-3 petits événements comme ça, les personnes nous remarquent. Et en fait, on peut comme ça petit à petit s'infiltrer. Donc c'est quelque chose qui a plutôt bien marché pour moi. Et d'ailleurs, nous aujourd'hui avec Paradise Group, c'est aussi ce qu'on propose. Typiquement là, la semaine prochaine, va y avoir le salon Adopt AI au Grand Palais avec 25 000 invités, tous les PDG du CAC 40. Et on propose à certaines personnes de venir nous donner un coup de main. Et donc derrière, en fait, elles staffent pendant quelques heures, mais elles peuvent avoir accès à des lounges, à des PDG, à des investisseurs, à des co-founders. Donc je pense que c'est très sous-estimé, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut avoir faire une vraie différence. Merci beaucoup pour ces clés. Et avant d'écouter tes bonnes pratiques, Caroline, j'associe sur l'écueil dont tu parlais. Je pense que c'est hyper important quand tu dis on passe souvent trop de temps à détailler tout ce qu'on fait parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. On le sait, dans une guerre de l'attention, les gens sont sursollicités. Et je pense que ce qui peut aider, c'est qu'une fois que tu as travaillé cette golden sentence ou ce blurb, c'est se dire en fait ça peut se jouer en 2 temps. Par exemple, moi quand je rencontre quelqu'un, je ne vais pas forcément lui dire j'ai un podcast, j'ai un réseau féminin, je suis conférencière animatrice. Déjà, je vais peut-être adapter mon fameux blurb ou ma golden sentence à la personne quand même un peu que j'ai en face de moi, mais surtout je vais me dire je lui ai pas parlé de mon réseau ou mon podcast à ce moment-là, j'ai l'opportunité de le faire avec un petit message de follow-up sur LinkedIn ou sur Instagram ou par mail par la suite. Ça peut aider pour éviter ce FOMO de ne pas avoir tout dit en temps voulu. Mais c'est super important. Caroline, toi, tes bonnes pratiques, si on doit en retenir, 2 ou 3, ou l'écueil, si je veux commencer par là. Quand je t'ai entendu, en fait, j'ai changé d'avis. Parce que j'avais préparé une petite liste. Mais j'aime bien ce que tu dis sur l'intention. Parce qu'effectivement, souvent, on veut tout dire et on fait des tunnels aux gens. Et c'est le meilleur moyen de vraiment les perdre. Ce que j'ai remarqué, c'est que naturellement, on met aussi assez peu d'amour dans nos relations avec les autres quand on est en networking. Et on isole beaucoup. Et ça m'arrive même des amies qui détestent le networking. Déjà, elles arrivent et elles se mettent dans l'optique qu'elles vont passer un mauvais moment parce que tout le monde est là à se regarder les étiquettes. C'est que t'as quel statut? Est-ce que t'es PDG ou est-ce que t'es un commercial? Il y a cette espèce un peu comme ça de famille, de caste quand on va sur des salons, dans des événements networking, qui peut mettre mal à l'aise. Moi, ce que je dis déjà, c'est que le meilleur réseau, on se le fait toujours, non pas dans les dark funnels, dans les communautés privées, mais dans les soirées. Typiquement, moi, les plus gros entrepreneurs avec qui j'ai fait le plus gros de mon business, c'est des gens que j'ai rencontrés en soirée Halloween, quand on a rencontré Francis déguisé en grenouille. C'est devenu un de nos super bons clients aujourd'hui. En fait, à chaque fois que vous sortez aussi de vos environnements networking, et qu'on appelle plus ça comme ça, déjà, on est un meilleur être humain, je trouve, quand on n'est pas là. C'est un peu comme un entretien d'embauche. On arrive en entretien d'embauche ou en premier date Tinder, et en fait, on ne montre jamais la meilleure partie de nous-mêmes. Donc, moi, j'adore, par exemple, ce que tu fais pour Paradise Group. J'ai eu la chance d'être invitée vendredi à un de leurs dîners, et c'est génial parce qu'il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas toute l'armada moderne qui nous fait peur, où on a l'impression qu'on est jugé sur le papier pour exister en fonction de son statut. Donc, tout ce qui est dîner privé, soirée Halloween, fête, en fait, dans tous ces endroits-là, essayez d'inviter des contacts professionnels.
Donc moi, je vous dirais déjà de peut-être essayer de les sortir de l'ambiance. On va faire du business, l'ambiance un peu col blanc qui peut nous réfreindre. Et derrière, le pouvoir des attentions, ça va avec. Vous dites pas, c'est des contacts business. Ah, peut-être qu'il va signer. Dites-vous, quel est cet humain, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment. Essayez vraiment de créer c'est un peu naïf ce que je dis, mais des liens d'amitié. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets beaucoup d'intention aussi dans ce que je fais, dans ma façon de donner. Je me dis pas, ah, j'attends qu'il m'ait donné ça pour machin. Si la personne, je vois qu'elle galère sur LinkedIn, j'adore quand on attend que je le propose. C'est pas toujours le cas, mais tu vois, je vais dire, tiens, si tu veux, je peux t'aider. On prend une après-midi et je t'aide à faire ça. Henri, avec qui vous étiez en table ronde juste avant, c'est devenu un bon ami parce qu'en fait, on s'est beaucoup entraidés. Et je pense que si on avait attendu, en se regardant en chien de fusil, ok, qui va commencer par donner, rien ne serait né. Donc vraiment être dans cette démarche d'amour, faites croquer aux gens, même vos événements privés. Invitez, si vous aimez bien quelqu'un dans le boulot, l'inviter à son anniversaire, l'inviter à aller voir un film au ciné, sortir les gens du contexte. C'est très à l'américaine ce que je dis et ce sera peut-être pas toujours apprécié, mais moi ça a toujours donné des résultats merveilleux et ça ne coûte rien, présenter les gens. On en parlait tout à l'heure avec Eva, il y a mon copain Henri qui passe, est-ce que Henri a rencontré Marc, et on a son one-liner, son blurb, maintenant vous connaissez le mot, et je trouve que ça c'est des cadeaux gratuits qu'on peut faire et qui vont faire que au fur et à mesure vous allez être au centre de toutes les conversations, juste parce que vous êtes la personne qui a créé tant d'opportunités pour les autres en premier lieu. Ce que vous dites fait vraiment écho avec ce qu'on voit aujourd'hui, l'humain derrière l'entrepreneur. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'exemple des soirées. C'est en fait les personnes derrière les personnages et les étiquettes. Ce que vous dites aussi, c'est une très bonne manière, je trouve, de cultiver son réseau. Ce que disait Caroline, c'est en fait faire des intros. Moi, c'est vrai que quand j'ai lancé le podcast, j'ai vu plein de femmes différentes au micro de Legend Ladies, et au bout d'un moment, j'associais les unes entre les autres, et je me disais, tiens, est-ce qu'une telle connaît un tel? Et en fait, je les mettais en lien, et quand vous êtes ce faiseur ou cette faiseuse de liens, en fait, vous le faites pas pour ça, mais ça vous met aussi en lumière, parce que la personne se dit, ah, Caroline Onieva, elle m'a mis en contact avec telle et telle personne. Déjà, c'est sympa d'y penser. En plus, vous créez des connexions, et forcément, vous êtes aussi identifié. Et ça va avec ce qu'on partageait aussi quand on parlait de cette table ronde. Le pire truc à faire, alors, évidemment, il faut oser demander, c'est ce que Eva disait, il ne faut pas hésiter, il faut avoir de l'audace, mais je trouve que le pire truc à faire dans le réseau, c'est d'aller voir quelqu'un uniquement quand on a besoin qu'il ou elle nous aide. On peut le faire de temps en temps, bien sûr, mais ce qui a encore plus de valeur, et je suis sûre que vous l'avez vu aussi, c'est proposer votre aide à quelqu'un à qui, pour le moment, vous n'avez vraiment rien à demander. Vous ne pouvez pas le faire tout le temps parce que vous n'êtes pas super-héros et le temps est limité, mais vraiment dire à telle personne, si tu as besoin même 15 minutes de call, ça aussi c'est un peu à l'américaine, hein. On n'est pas obligé de se fixer des visios de 45 minutes, franchement, qui sont un petit peu longues et laborieuses, mais on peut faire 15 minutes de call avec une personne, c'est déjà aidé, et ça je trouve que ça a de la valeur et c'est aussi cultiver son réseau. Et tu vois, pareil, pour tous ceux qui ont un peu du mal à dire non, une façon qui ne braquera jamais votre interlocuteur et cultivera votre réseau. Une façon élégante de refuser, c'est de proposer quelqu'un d'autre. Typiquement, au lieu de dire à un tel « Ah, je suis désolée, je ne fais pas d'épisode de podcast » ou « J'aime pas me montrer à la caméra » ou « Non, je ne peux pas venir à tel événement, mais je suis sûre que ça intéresserait un tel. Mais est-ce que tu veux que je te présente un tel dans mon réseau ?» Par exemple, moi, on m'envoie beaucoup, je ne sais pas pourquoi, c'est le fait d'être sur LinkedIn, on m'envoie des offres d'emploi. En permanence, on me dit « Caroline, ça intéressera ton audience, on recrute 3 chefs de projet ». Super, qu'est-ce que je fais de ça? Donc au début, j'avais un vrai problème et je me disais mais pour qui ils me prennent? Je suis pas RH. Et après, je me suis dit en fait, c'est une merveilleuse opportunité de poster ça dans ma communauté privée et du coup de se dire écoute, je peux pas t'aider Jean-Christophe. Par contre, tu vois, j'ai une communauté et je vais poster ton annonce et je vais la faire tourner. Et du coup, ça évite de dire non. Et vous pouvez faire ça pour tout ce qu'on vous demande dans la vie. Au lieu de dire non, vous dites oui, mais et vous renvoyez vers quelqu'un d'autre. Extrêmement bon conseil, effectivement. Ça permet d'apporter de la valeur et sans forcément. Oui, on me l'a souvent reconversion, dit. Caroline, effectivement. On me l'a souvent dit. Mais si tu savais, j'attire aussi plein d'autres choses dans ma messagerie LinkedIn, des pubs pour les photocopieurs, tout ça. Je peux pas être partout. Mais tu as raison. On ne veut pas tout savoir. Effectivement, alors il y a un écueil, comme on parlait aussi des écueils. Bon, il y en a beaucoup dans le réseau. C'est celui, je ne sais pas si vous le faites ou pas. Je serais curieuse d'avoir votre avis. C'est le follow-up.
Donc en gros, le suivi, c'est un peu laborieux à faire, mais moi je trouve que quand c'est bien fait, ça peut faire la différence. Quand vous avez eu une conversation avec une personne et que vous vous dites, bah, j'ai peut-être envie de créer du lien avec cette personne ou de continuer possiblement la discussion, c'est ce petit message qui peut faire 4-5 lignes. Par exemple, là, vous allez croiser plein de monde, si vous retenez le nom de quelques personnes, envoyez un message à Yeva ou à Caroline en disant « super sympa de s'être croisés sur Power Up » et puis 2-3 mots sur la discussion potentiellement que vous avez eue. Je trouve que ce follow-up, après un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous pro hyper formel ou plus une rencontre informelle, ça fait aussi la différence. Ça marche pas à tous les coups, mais moi je le vois comme planter des graines en fait qui vont pousser ou pas par la suite. Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses que vous faites, Yeva ? Ouais, bah effectivement, il y a deux choses. Soit on se rencontre et on a quelque chose d'actionnable, concret, des next steps. Donc dans quel cas, effectivement, ça peut être facile de se dire, bah, ok, échangeons les WhatsApp. D'ailleurs, moi, j'ai tendance à prioriser les WhatsApp à chaque fois parce que les gens, j'ai remarqué, sont beaucoup plus réactifs dessus plutôt que par mail. Bon, après, ça dépend des personnes, mais voilà, donc ça, c'est une chose. Et puis après, si c'est juste se connecter pour se connecter, dans tous les cas, avec plaisir. Et tu vois, moi, je passe sur LinkedIn, les autres personnes passent sur LinkedIn, donc on peut aussi, tu vois, un peu se suivre de loin. Par contre, si moi j'ai quelque chose à proposer à la personne et qu'elle n'est pas forcément tout de suite réceptive, mais je sens que potentiellement ça peut le faire, une des techniques, c'est de lui dire, bah écoute, je vais t'envoyer un message demain ou ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je dise soit en header du mail, soit dans le message pour que tu te souviennes de moi. Comme ça permet d'ancrer la rencontre dans la tête de cette personne-là. Et en fait, je ne sais pas comment la personne fonctionne. Donc peut-être qu'elle va dire, bon bah voilà, tu dis rencontre Power Up ou projet concret, machin. Mais au moins, ça te permet déjà de mettre une sorte de micro-pied, peut-être un orteil dans la porte, pour derrière connecter avec la personne. J'adore cette technique parce qu'en plus, je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline, ça engage forcément un peu plus la personne potentiellement à te répondre. Top. Pour compléter sur la partie salon, parce que vraiment, tu as tout dit sinon. Sur la partie salon, un truc qui m'a toujours aidé, c'est à l'époque, on faisait des gros trade shows aux US. Et en gros, vous êtes sur un stand, c'est vraiment la définition du cauchemar. Vous êtes sur un stand pendant 8 heures et vous allez avoir... je sais pas, environ 300 personnes dans la journée à rencontrer, auxquelles vous allez devoir pitcher votre produit. Et à la fin de la journée, votre boss va vous demander de tous les relancer. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe quand on a un salon aux US, parce que c'est des emplacements qui coûtent hyper cher. Et du coup, les commerciaux, ils sont un peu coiffés au poteau avec le soir des comptes à rendre et sur le ROI de l'événement. Et le premier truc qu'on m'a appris et qui m'a tellement servi par la suite, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on ne le dit jamais, il faut toujours, quand vous sentez qu'un contact est chaud, que ce soit un partenaire, un client, un futur associé, n'importe quel contact, tant que vous êtes dans l'énergie du moment, vous prenez rendez-vous. C'est-à-dire que le problème qu'on fait, et pourquoi on se retrouve à la fin de la journée avec un Pokédex où on se dit « mais mince, c'était qui déjà ? Comment il s'appelait le mec ?» Ou alors un tableau de scoring, ça dépend dans quelle école de commerciaux vous êtes, mais il y en a certains qui scorent les leads, tout ça. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est si vous avez l'énergie du moment avec une personne, vous fixez tout de suite un rendez-vous et vous lui dites « attends, tant qu'on y est, on va gagner du temps. C'est quoi ? Qu'est-ce qui t'arrange, toi ? Plutôt les mardis ?» Et déjà, vous lui mettez un ancrage dans la tête. Plutôt les mardis, donc là, tout de suite, soit il va dire « ah bah oui, pourquoi pas ?» soit il va dire « ah non, le mardi, j'ai les enfants, par exemple. » Mais déjà, il a mis le pied dans la porte. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, je crois que c'était toi, Laura. Et en fait, déjà, vous repartez avec un rendez-vous, au lieu d'avoir la charge mentale de rentrer le soir, de trier vos papiers ou les cartes de visite avec les arbres à cartes de visite. Moi, j'ai fait partie de cette génération-là. Et la deuxième chose que je trouve assez efficace, c'est de relancer les gens avec un moyen que personne ne fait. Je vous donne un exemple. À l'époque, il n'y avait pas trop de prospection vidéo. À la fin du salon, on avait noté, un peu comme votre banquier, il vous pose 3-4 questions un peu ciblées sur ce que vous faites. Est-ce que vous avez des enfants, machin, ou est-ce que vous avez vécu dans le monde ? Et en fait, il a un mini CRM. Et nous, dès qu'on rencontrait quelqu'un, on notait 3-4 infos. À la fin de la journée, c'était la partie marrante, il faut faire ça en groupe, sinon c'est triste, on faisait que des vidéos d'affilée pour relancer les personnes. En disant « Hello Samantha, on s'est croisés sur le stand cet après-midi, je sais que tu vois beaucoup de monde, mais moi, j'ai pas oublié que tu étais avec ton chien Robert. » Je vous dis un truc vraiment nul, mais en fait, quelque part, plus c'est nul, plus c'est loufoque, plus les gens vont se dire « ah ouais, ok, elle a osé. » Et ça vous fait sortir du lot. Donc nous, c'est un truc qui marchait aussi hyper bien, c'est relancer les gens, mais de façon originale. Pas avec un message relou et pas contextuel. Vous dites « Hello, on s'est croisés à tel événement ». La personne, en fait, elle marchait. Il y a 300 mètres carrés à faire, elle ne se souvient pas de vous. Donc, essayez de trouver le bon icebreaker, de noter les choses et d'arriver avec un format un peu différent, un peu rigolo. Pour moi, ça fait toute la différence sur les salons, en tout cas.
Complètement. Et pour compléter aussi ce que tu dis, moi, par exemple, j'ai un ami qui relance les mails avec des mèmes de personnes tristes en mode «Ah, tu m'as pas répondu» ou «Ah, encore une fois ghosté» ou des choses comme ça. Bon, après, ça dépend de à qui vous adressez, mais c'est vrai que ça fait partie des manières originales de relancer. Et ce que je trouve hyper important aussi dans les mails et les messages de follow-up, c'est de commencer par le ask. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais parce qu'en fait, on va jamais lire tous les pavés qu'on reçoit de tous les salons, etc. Donc en fait, démarrer tout simplement par le ask et puis ensuite... C'est-à-dire par la demande? Pardon, oui, par la demande, par ce que tu cherches, Ouais. ton call to action en fait. Et derrière, compléter avec le contexte. Mais au moins, la personne en face, elle aura apprécié, je pense, que vous lui fassiez gagner du temps. Parce que au worst case, elle n'est pas intéressée, mais donc elle va pas se dire oh là là, relou, on m'a encore relancé, etc. Et elle peut juste répondre non à la rigueur. Mais best case scénario, bah ok, le ask c'est ça, je suis open à explorer l'opportunité, donc ok, je continue de lire. Donc voilà, ne pas faire des pavés monstrueux, mais vraiment aller droit au but. Et ça rejoint les pitchs dont on parlait tout à l'heure, comme quoi on est amoureux de ce qu'on fait, donc forcément on veut en parler, on veut préciser les choses et tout ça. Mais en face, la bande passante est pas très grande. Et faire attention à pas faire le ask trop tôt aussi, quand même. Tu trouves pas? Alors explique, Ça Caroline. ça peut faire fuir. Moi, il y a beaucoup Quel de... est le juste équilibre du coup? Peut-être ça dépend des personnalités, mais moi j'ai l'impression que quand je viens de rencontrer quelqu'un qui a une demande, il y a le ask, mon corps il devient tout rigide et il se dit oulala, mais c'est un peu tôt. Donc et ça dépend. Je pense qu'Eva, tu vas me dire ça dépend. C'est quoi le ask? Moi, ce que j'ai en permanence, c'est hello, comment on fait pour passer dans ton podcast? Et c'est vrai quand quelqu'un sort comme un Pokémon sauvage pour me dire hello, comment on fait pour, j'ai tendance à me rigidifier et à être mal à l'aise. Et du coup, quelque chose qui aurait pu être une vraie relation cool avec un échange. Ça peut. Et j'ai l'impression que parfois les Français aussi, ils sont parfois pas très bons pour enrober les choses. Et du coup, comme ça les rend nerveux d'avoir un ask, ils le mettent tout de suite dans la phrase et ils te le jettent un peu comme ça. Et ça peut donner être un peu aride. Ouais, un peu aride. Et en même temps, quand je t'entends parler, je me dis, t'as raison, parce que c'est horrible aussi quand on découvre le ask. C'est-à-dire que ça fait 2-3 fois qu'on voit la personne, on se dit c'est super, elle m'a rendu un tas de services, c'est incroyable, enfin une relation désintéressée dans ma vie. Et là, tout d'un coup, boum, le ask arrive. Donc, je pense qu'il faut doser et il ne faut pas cultiver des non-dits. Et en même temps, la première rencontre, moi en tout cas, le ask, il peut me faire un peu reculer s'il arrive trop vite. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, par ask, ce que j'avais en tête, c'est plutôt en fait le contexte du mail, de pourquoi je t'envoie un mail. Donc, soit, voilà, Caroline, est-ce que ça te dit d'être pote? Bah, évidemment, je ne vais pas le mettre dans le mail comme ça, mais en tout cas, de dire, voilà, le ask, c'est une invitation. Ça peut être, est-ce qu'on se revoit, par exemple? Oui, voilà, est-ce que tu veux qu'on rediscute de ça dans un prochain rendez-vous? Quelque chose comme ça. C'est ça, c'est vraiment le next step, en fait. Donc, c'est pas tout de suite, OK, est-ce que je peux passer dans ton podcast? Mais... voilà, est-ce qu'on peut discuter de ceci, de cela? Donc, c'est vraiment le next step, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une bonne amie qui est experte en sales, et ça fait une quinzaine d'années qu'elle a fait ça. Et ça rejoint le point que tu disais, comme quoi, même quand vous êtes en call, à la fin, toujours redemander, est-ce que vous êtes partant pour continuer la conversation? Et OK, on n'a qu'à se caler 15 minutes dans 2 semaines. Si ça vous va, au pire, on bougera le meeting. Mais en tout cas, toujours être dans cette notion de next step. Qu'est-ce que je vais aller chercher comme prochain pas? Mais en tous les cas, je pense que vos pratiques et vos approches vont décomplexer, j'espère, pas mal de personnes autour de ça, parce que les études le montrent par rapport à la génération d'opportunités pour accrocher une opportunité, le nombre de relances qu'il faut est nettement supérieur à ce qu'on fait réellement. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier... moi, c'est vrai que j'ai une approche assez décomplexée là-dessus, parce que je me dis, il n'y a pas d'ego à mettre là-dessus. À un moment donné, si la personne ne veut pas, il y a la non-réponse, mais il y a aussi le non qu'elle peut faire. Pour moi, tant qu'il n'y a pas de nom clair, en fait, il y a le multicanal qui est possible. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont encore pas du tout ou pas trop sur LinkedIn ou qui sont hyper en retard sur leur message et vous pensez qu'en fait, il ne vous a pas répondu et du coup, vous n'osez plus rien faire. Moi, j'essaye le mail, j'essaye, quand j'ai le numéro, le WhatsApp, éventuellement l'Instagram. Je fais pas tout en même temps. Maintenant, tu peux envoyer des mèmes. Ah, je n'ai pas essayé les mêmes. L'idée, je ne vais pas stalker la personne, mais je me dis, il y a un multicanal. Et je me souviens très bien, les invités que je voulais absolument avoir sur mon podcast Legend Ladies, je me souviens que j'ai posé la question, j'ai une invitée en tête, honnêtement, je lui ai demandé, je pense, 6 fois, et c'est la 7e fois, by the way, avec un message hyper court, qu'elle m'a dit oui, ok, avec plaisir. Parce qu'en fait, les autres, soit elle avait zappé, soit elle les avait pas vus. Et je pense qu'il ne faut pas mettre d'ego là-dessus, il ne faut pas hésiter à relancer si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Allez-y, et si la personne ne veut pas, elle finira par vous dire non, en fait.
Et je pense que ce qui est hyper important, c'est aussi de respecter le temps de la personne, surtout quand on s'adresse à des personnes qui ont des agendas surbookés. Une des autres techniques, c'est de proposer 3 options et de dire 1, 2 points ça, 2, 2 points ça. Et moi, j'ai déjà eu des messages que j'ai envoyés et la personne me répond en face juste 2. C'est tout. Mais au moins, j'ai une réponse et je sais, donc ok, c'est ça les next steps. Donc, essayer de rendre la tâche la plus facile possible. C'est comme avec le blurb. Si on vous a proposé, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous a proposé de vous faire une intro avec quelqu'un qui connaît, envoyez-lui ce blurb, elle a juste à faire copier-coller et bam, l'intro, elle est faite. Plutôt que d'essayer de demander, oui, est-ce que tu pourrais parler un peu de moi, blablabla. C'est clair que ça, c'est radical. Moi, je me fais avoir à chaque fois parce que quand quelqu'un dit « je veux vraiment pas t'embêter, tu peux répondre avec des nombres », n'importe qui se dit « ouais, mais je suis devenu un monstre, enfin, je vais pas imposer ça à quelqu'un ». Et du coup, j'ai remarqué que ça crée vraiment ce truc de tu te sens tellement, en fait, tu sens que la personne, elle a tellement envie de ta réponse et qu'elle te met tellement à l'aise que tu dis « attends, là, je lui dois une réponse ». Et c'est d'ailleurs un truc qui nous est arrivé toutes les deux avec Eva, et je voudrais qu'on le partage avant de partir. Le fait de contacter les gens aussi, juste pour leur dire un mot gentil ou rentrer en relation avec eux, ça peut vous aider beaucoup plus tard. Par exemple, nous, on s'est rendu compte qu'on s'était parlé il y a 3 ans, qu'on devait boire un verre ensemble il y a 3 ans. Et en fait, le fait de créer de l'antériorité avec quelqu'un, le nombre de fois où quand je me suis lancée, j'ai envoyé des messages du genre « Ah Laura, j'adore ton podcast, merci pour l'épisode 368 ». En fait, si dans 2 ans, vous avez un service à demander, vous avez le ask sur le bout des lèvres, eh ben, vous serez beaucoup plus à l'aise si cette personne, vous avez déjà créé un lien antérieur. Donc que ce soit vos posts sur les réseaux sociaux, les gens ils me disent toujours « oui, mais j'ai pas envie de me mettre en avant ». Parfait, mets les autres en avant. Pourquoi personne n'y pense ? T'as pas de podcast, parle de l'épisode de quelqu'un d'autre. T'as pas envie de poster sur toi, sur ton parcours, parle du parcours de quelqu'un d'autre. Plus vous allez parler des autres dans vos contenus, plus vous allez parler aux autres dans les dark funnels, les messageries privées, plus vous allez créer de la relation et pour plus tard de l'antériorité quand vous aurez un truc vraiment important à demander. Plein de bons conseils. On s'approche de la fin. Je voudrais qu'on vous pose une question, que vous puissiez nous dire quelle est l'action que vous allez mettre en place en priorité dans les prochains jours. Est-ce qu'on vous a proposé 4 options ? Est-ce que c'est trouver des prospects qualifiés ? Est-ce que c'est rencontrer des pairs de votre secteur ? Rejoindre une communauté active ou bien lancer un partenariat ? Un mot de la fin, les filles, très rapide sur, allez, une règle d'or en 2 mots du réseau avant qu'on voit les réponses à ces questions. Caroline, la règle d'or, allez, une. T'en as donné plein, mais si on en reste une. Règle d'or du réseau, ne négligez jamais les gens qui sont à côté de vous. Est-ce que tout le monde peut serrer la main de son voisin ? Allez. Ça crée un contact chaleureux. La personne qui n'a pas le même nom de famille que vous, de préférence. Mais en fait, le réseau, il commence comme ça. Et c'est vrai que ce lieu fait que vous êtes tous face à nous, mais en fait, vous êtes aussi à côté de quelqu'un qui potentiellement est hyper sympa et qui peut, derrière, vous allez avoir un voisin avec qui partager la prochaine pause café. Donc voilà, mon premier conseil, c'est vraiment, ça commence maintenant et négligez jamais les gens qui sont assis à côté de vous. Merci Caroline. Et toi, Eva, ce serait quoi la règle d'or ? Et moi, je pense que, déjà, avancer avec intention, ça, c'est sûr et certain. Et à côté de ça, on dit souvent qu'on sous-estime, on surestime ce qu'on peut faire en court terme, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en long terme. Et je pense que dans le monde du réseautage et du networking, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut surestimer, avoir des attentes trop élevées à se dire « Ok, je vais à un événement, je veux rencontrer 5 leads, 15 personnes, etc. » Et finalement, il se trouve que ça ne marche pas. Mais derrière, et ça rejoint un peu ce que tu dis, les opportunités, elles tombent là où tu t'attends le moins. Mais derrière, sur du long terme, en fait, d'une intro à une autre, 3 années plus tard, ça peut ouvrir des portes extraordinaires. Et j'aimerais terminer sur une de mes quotes préférées, qui était celle de Steve Jobs, qui disait « You can only connect the dots looking backwards ». Donc, en gros, on réseaute, on rencontre des gens, on passe des bons moments, on fait ça avec intention, parce qu'on apprécie la personne en face. Et derrière, on ne sait pas, mais ça va forcément revenir d'une manière positive pour nous créer des opportunités business ou humaines, tout simplement.